Salut à toi dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que tu vas pouvoir implémenter tes systèmes de vente pour que tes ventes puissent être prédictibles sur le long terme. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui viennent me voir et qui me disent Margot, je comprends pas, j'ai l'impression de perdre énormément de ventes. Pourtant, je prends 10 calls par jour et je comprends pas pourquoi à la fin de la semaine, j'ai l'impression d'avoir travaillé, je suis épuisée, mais j'ai pas fait autant de ventes que ce que je devrais faire. Et quand je regarde de plus près, déjà la plupart des closeuses pensent qu'il faut être plus charismatique, avoir plus de compétences en persuasion pour pouvoir faire plus de ventes. Alors qu'en réalité, c'est tellement faux. Et en fait, il faut vraiment que tu te mettes en tête que pour pouvoir performer sur le long terme, il faut que tu mettes des systèmes de vente prédictibles, des systèmes qui vont te permettre de générer des ventes sans forcément avoir plus d'appels. Et ça, je vais te montrer justement dans cette vidéo comment est-ce que tu vas pouvoir le mettre en place. Donc je t'ai préparé toute une warm-up avec les différentes étapes d'un bon système de vente qui vont donc te permettre de le mettre en place juste après avoir regardé cette vidéo. Moi aujourd'hui c'est Margot et mon but avec cette chaîne YouTube c'est vraiment de te transmettre des valeurs, des compétences et une psychologie de la vente. Parce que tu vois, sur le marché du closing, il y a beaucoup trop de gens qui ont des fausses croyances, qui sont beaucoup trop agressifs, qui sont pas là avec la bonne intention. Et donc forcément, j'ai envie de pouvoir te partager tout ce que moi je connais pour que toi tu puisses derrière performer au maximum dans cette industrie. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi si tu es setter, closer, infopreneur et que tu prends encore toi-même tes appels de vente. Cette vidéo va clairement t'aider parce que ça va vraiment te permettre d'avoir une vision globale sur les éléments qu'il faut que tu implémentes ou que tu as peut-être mal implémenté jusqu'à aujourd'hui et qui du coup te font encore perdre des ventes. Il faut que tu te mettes en tête déjà que un bon CRM, c'est la colonne vertébrale de ton business. Les process remplacent l'énergie par la prédictibilité. En fait, sans avoir un process clair, tes ventes dépendent de ton humeur, dépendent de ton énergie, de ta motivation de la journée. Et ça, c'est une énorme erreur parce que c'est justement ce qui va t'empêcher de performer sur le long terme. Alors qu'avec tes process qui sont clairs, chaque action a un objectif précis. Chaque étape va être maîtrisée et chaque appel va suivre une logique. En fait, tu vas plus tenter de vendre, tu vas simplement exécuter un système qui fonctionne de manière mécanique pour vraiment maximiser tes chances. Le premier process, c'est d'avoir un CRM clair. C'est vraiment la colonne vertébrale de ton business. En fait, ça te permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur tes indicateurs clés de performance. Donc de voir le nombre d'appels par exemple qui a été booké sur le nombre de conversations que tu as pu avoir en setting. Ça va te permettre également de voir le nombre de ventes que tu as pu faire sur le nombre d'appels, donc vraiment le taux de closing. Et il y a 6 points de tracking qui sont obligatoires dans ton CRM. Il y a 6 éléments qu'il faut absolument qui figurent dedans. C'est premièrement le statut de ton lead. Est-ce que c'est un nouveau lead? Est-ce que c'est un lead qui est qualifié? Est-ce que le rendez-vous a été booké? Est-ce que la vente a été réalisée? Est-ce que c'est un lead qui doit être mis en follow-up? Et en fait, ça te permet vraiment de suivre les différents chemins d'un prospect dans ton funnel de vente. Ensuite, la source. D'où vient le lead? Est-ce que c'est du trafic froid? Donc, est-ce que ça vient de la pub via Meta Ads? Est-ce que ça vient de l'organique? Si oui, de quel réseau social exactement? Est-ce que ça vient du school, de Facebook, d'Instagram, de TikTok? Ensuite, l'étape exacte du process. Donc, qu'est-ce que j'entends par étape exacte du process? C'est est-ce que tu as déjà eu un appel avec lui? Quel type de valeur est-ce que tu lui as envoyé? Est-ce que là, tu es plus en mode nurturing, donc tu vas vraiment lui envoyer un maximum de ressources? Ensuite, la prochaine action à réaliser pour ce lead. C'est-à-dire, est-ce que tu dois faire des relances? Si oui, tous les combien de temps? Si par exemple c'est un lead qui est chaud, tu vas envoyer des relances tous les 2-3 jours. Si c'est un lead qui est tiède, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de conscience entre 2-3 à peu près sur 4, ça veut dire que c'était peut-être pas le bon moment pour lui d'acheter, mais il restera quand même intéressé par ce que tu proposes, sans pour autant passer à l'action. Donc dans ces cas-là, tu vas vraiment le mettre dans un pipeline de follow-up, et donc tu vas vraiment lui envoyer des ressources pour continuer à nourrir la relation. Ensuite, tu vas également évaluer, donc comme ce que je viens de dire, le niveau de conscience qui va donc te permettre de maximiser tes chances d'un bon follow-up. Donc il y a 4 niveaux de conscience. Niveau de conscience 1 et 2, c'est les touristes.
ceux qui sont beaucoup trop loin, et ceux-là, il faut que tu les mettes en nurturing. Ce sont toutes les personnes qui vont acheter entre le 2e jusqu'au 6e mois après la première prise de contact. Ensuite, le niveau de conscience 3. Ça, c'est toutes les personnes qui, quand elles n'achètent pas, peuvent acheter entre le premier et le 3e mois suivant l'appel. Et là, le but, c'est d'envoyer des ressources à peu près une fois par semaine pour vraiment garder et nourrir la relation. Et j'insiste vraiment là-dessus parce que le jour où le prospect se sentira prêt d'acheter, de résoudre sa problématique et d'investir pour la résoudre, tu seras la première personne à laquelle il pensera. Parce que tu continueras à lui envoyer de la valeur, etc. Et surtout, ça continue aussi à nourrir une relation de confiance. Parce que forcément, dans la vente, c'est beaucoup de relations humaines, c'est beaucoup de confiance, de contact humain. Et c'est pour ça que c'est important que dès le départ, tu puisses montrer que tu es une personne qui porte vraiment de l'intérêt à ses prospects et qui donc veut leur partager un maximum de valeur dans leur intérêt à eux. Et ensuite, le dernier niveau de conscience, c'est le niveau 4. Et donc là, toutes les personnes qui n'ont pas acheté mais qui étaient très chaudes et qui, pour une question de logistique principalement, ne peuvent pas acheter, dans ces cas-là, tu vas leur envoyer une ressource tous les 2 à 3 jours. Et c'est toutes les personnes qui vont acheter entre la première et la 3e semaine suivant ton appel. Voilà. Et il faut bien que tu fasses la distinction entre confondre pas intéressé avec je ne suis pas prêt. Parce qu'en fait, si tu te mets en tête que toutes les personnes que tu n'as pas réussi à closer avant la fin de ton appel, elles sont juste pas intéressées et que tu les abandonnes, c'est une grave erreur parce qu'en fait, tu laisses énormément d'argent sur la table et tu laisses l'opportunité d'aider quelqu'un. Et en fait, peut-être qu'une personne n'est pas prête mentalement, financièrement aujourd'hui, mais peut-être qu'elle le sera dans un mois ou deux. Tu n'en sais rien. Et donc, c'est pour ça que c'est très important que tu gardes une relation avec eux et que vraiment tu leur envoies un maximum de valeur. Et d'ailleurs, si tu veux que je te partage mon CRM, celui que j'utilise personnellement, envoie-moi un message sur Instagram ou par email. Et puis voilà, je pourrais te le partager parce que franchement, c'est un des process que moi j'ai mis en place trop tardivement et qui m'a vraiment fait perdre énormément d'opportunités. C'est pour ça que c'est très important que tu aies vraiment un process qui soit clair et actionnable. Ensuite, le deuxième process, c'est la préqualification. Alors ça, pareil, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup trop tôt. Il y a Leila Hormouzi qui disait que la vente est gagnée avant même l'appel de vente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la plupart des gens se concentrent uniquement sur l'appel en lui-même. Sauf qu'en réalité, il faut que tu changes vraiment ton rapport à la vente et que c'est vraiment tout un process. Et il y a avant l'appel, pendant l'appel et après l'appel qui est très important. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un autre process que je t'expliquerai dans cette vidéo avec tout le système de follow-up qu'il faudrait que tu mettes en place. Là, on est vraiment dans la préqualification. Qu'est-ce que j'entends par préqualification ? Il faut que tu mettes des filtres pour tous les prospects qui vont venir en appel. Déjà pour éviter de faire perdre du temps à tes closers qui vont perdre du temps avec des gens qui ne sont pas forcément qualifiés. Et en plus de ça, ça te permet de préparer vraiment tes rendez-vous en amont pour que quand tu arrives dans l'appel, tu aies déjà plein d'informations. Comment est-ce que tu peux maximiser l'avant-call ? L'avant-call, c'est vraiment la phase où tu vas aller chercher des informations sur le prospect. Littéralement, c'est l'une des phases les plus importantes et j'insiste vraiment là-dessus parce que dès que tu as un rendez-vous booké dans ton agenda, il faut que soit le setter ou le closer prenne son téléphone et appelle le prospect dans les 5 minutes qui suivent. Pourquoi ? Parce qu'au moment où le prospect réserve un appel avec toi, il est déjà dans cette démarche de vouloir potentiellement se faire aider. Donc il a déjà un niveau de conscience assez élevé. À partir du moment où tu prends ton téléphone pour l'appeler, tu as une prise de contact qui est très rapide et ça permet vraiment déjà de montrer le sérieux de l'entreprise, de montrer qu'on est vraiment impliqué dedans, on s'intéresse vraiment à nos prospects, etc. Et ça te permet notamment d'aller chercher les motivations et les premières informations sur la situation actuelle du prospect. Et ça, c'est hyper important parce que ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations pour ensuite se préparer pour l'appel. Et donc, c'est pour ça qu'avant chaque rendez-vous, il faut que 3 informations soient prises en compte. Premièrement, c'est où il en est, ce qu'il fait aujourd'hui et quelle est sa situation actuelle. Et tu n'as pas besoin de rentrer en profondeur dans la douleur du prospect ou dans la souffrance parce que ça, c'est vraiment les étapes que tu pourras faire dans l'appel et que tu pourras vraiment creuser en profondeur. Mais là, on veut vraiment des infos par rapport à sa phase de vie actuelle.
Donc garde en tête qu'avant même le début de ton appel, il faut maximiser le taux de show-up, le taux de personnes qui vont se pointer à l'appel. Parce que entre un closer qui a 70% de taux de show-up et un closer qui a 80 ou 85%, il a déjà beaucoup plus d'opportunités de faire une vente. Et donc c'est pour ça que ce qu'il faut que tu fasses, c'est maximiser le taux de show-up. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très important que dès qu'un rendez-vous est booké, tu prends ton téléphone et tu appelles le prospect. Et tu connecteras beaucoup mieux avec cette personne. Après, il y a un autre moyen de connecter, c'est d'envoyer donc des messages sur WhatsApp ou par email ou par Instagram. Mais là où les gens répondent le plus, c'est par WhatsApp en général. Tu vas envoyer un message pour connecter. Par exemple, hello prénom, j'espère que tu vas bien. Voilà, moi c'est Margot, on va faire l'appel ensemble à telle heure, tel jour, etc. Est-ce que tu as bien réservé ce créneau dans ton agenda? C'est très important que tu me confirmes que tu seras bien présente, etc. Et je voudrais aussi savoir un petit peu mieux connaître tes motivations, etc. Et ça va nous permettre de voir déjà l'engagement du prospect. En fonction de sa réponse, déjà, tu peux avoir une idée si la personne a un niveau de conscience 1 ou elle a un niveau de conscience 4. Soit tu envoies sous format écrit, donc sous format d'un message, soit tu envoies un message vocal qui fonctionne très bien et ça te permet encore mieux de connecter parce que le prospect en face va se dire « Ok, il a pris 1 minute de son temps pour m'envoyer un message vocal personnalisé à moi, etc. » Et donc forcément, voilà, c'est plus agréable aussi. Et le dernier message d'engagement qui fonctionne extrêmement bien, que j'ai testé et qui maximise mais de 400% son taux de show-up, c'est d'envoyer une vidéo de toi où tu te filmes pendant 20 à 30 secondes et tu connectes émotionnellement avec le prospect. Parce que le prospect te voit, il voit ton visage, il voit ton intonation, la manière dont tu parles. Et donc quand il va arriver en appel, il aura déjà presque confiance en toi. Et ça, c'est très puissant pour vraiment instaurer une première connexion. Et donc le fait d'envoyer des messages d'engagement, déjà ça maximise son taux de show-up, donc derrière de faire plus de ventes et donc d'avoir plus d'opportunités. Ce qui marche aussi bien, c'est de coller une étiquette sur la tête du prospect. Par exemple, le fait de dire au prospect « Écoute, tu avais l'air super motivé à travers ton formulaire, etc. J'ai vu que tu avais rempli X, Y, Z. Franchement, ça fait super plaisir. » La personne, quand elle sera en appel avec toi, elle va automatiquement se mettre dans une posture où elle est motivée, elle est ambitieuse. Et ça, forcément, ça va drastiquement aussi augmenter ton taux de closing parce que tu vas coller une étiquette à ton prospect et de manière inconsciente, il va essayer de la respecter au maximum. Ensuite, le troisième, c'est la trame d'appel. Moi, il y a un framework que j'utilise qui s'appelle le framework Closeuse. Et en fait, le but, c'est d'avoir une trame d'appel avec des questions, alors sans pour autant le suivre à la trace, j'insiste vraiment là-dessus. Chaque appel est différent, chaque prospect a des problématiques différentes, donc tu ne peux pas te permettre d'être robotisé et de suivre des questions à la lettre. Le but, c'est de pouvoir rebondir, d'écouter, etc., de s'intéresser réellement au prospect. Mais le fait d'avoir une trame d'appel te permet déjà de venir préparer psychologiquement avec des types de questions que tu pourrais poser s'il y a un blanc ou quoi que ce soit. Et pour ça, il y a donc différentes étapes à respecter. La première, c'est la connexion et le cadrage. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est très important. Qu'est-ce qu'une bonne connexion? C'est quand on arrive à connecter émotionnellement avec le prospect. Alors il y a plein d'études qui ont été faites sur quelle est la bonne phrase à dire pour connecter, etc. Je pars du principe qu'à partir du moment où tu es sincère dans ta démarche et dans tes questions, tout type de connexion peut être, entre guillemets, bien accueilli. Tu peux demander d'où est-ce qu'il t'appelle, de quel endroit, comment il se sent aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a motivé à prendre cet appel aujourd'hui, est-ce qu'il va bien. Voilà, toutes ces questions permettent de créer, de briser la glace. Il y a plein de manières de le faire et je pense que j'en ferai toute une vidéo. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il n'y a pas de phrase magique qui fonctionnerait mieux qu'une autre. À partir du moment où tu es souriant dans l'appel, que tu es confiant, etc., il n'y a pas de raison que tu ne connectes pas avec ton prospect. Ensuite, le cadrage, c'est très important. Ça permet vraiment de poser l'autorité face au prospect. Que c'est nous, en tant que closeuse, qui guidons la conversation et c'est nous qui allons donc te guider tout le long. Ensuite, à la phase de découverte, donc là, encore une fois, on va creuser sur sa situation actuelle. Où est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place? Ensuite, la souffrance. Et donc, c'est là où on va commencer à créer le gap. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon lui? Qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place et qui fait qu'il est encore bloqué aujourd'hui?
Pourquoi? Et c'est là on va commencer à créer une distance entre sa situation actuelle et sa situation désirée. Ensuite, on va passer à l'effet miroir. Donc là, on va passer à une projection. Donc on va vraiment faire un shift d'identité de la Margot d'aujourd'hui qui est dans cette situation à la Margot dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans. Où est-ce qu'elle veut être? Quel type d'objectif est-ce qu'elle veut atteindre? Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui permettrait de faire, etc. Et donc là, on va vraiment la mettre dans une nouvelle identité, dans une identité qui est agréable, dans une identité qui est désirable. Et donc, ça va continuer à créer le gap. Et après, on va aussi faire donc l'effet miroir avec la projection. Et on va faire l'effet miroir avec le coup de l'inaction. Qu'est-ce qui se passe si elle ne met rien en place? Est-ce que c'est acceptable pour elle? Quelle Margot est-ce qu'elle sera si elle ne met rien en place, si elle ne bouge pas de sa situation? Ensuite, unique mécanisme. Pourquoi est-ce que notre solution a marché et pourquoi la sienne n'a pas fonctionné et pourquoi est-ce qu'elle est encore bloquée aujourd'hui? Donc en fait, c'est un peu une sorte de récap de ce qu'elle nous a dit auparavant pour continuer à créer le gap et à vraiment verbaliser ce qu'elle nous a dit. Très important d'ailleurs d'utiliser les mêmes termes et le même vocabulaire qu'elle. Ensuite, on va arriver donc à la phase du pitch. On va exposer la solution en faisant vraiment des ponts entre ce qu'elle nous a donné comme information et nous, notre solution, et pourquoi est-ce que notre solution serait la meilleure pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et donc, bien évidemment, il faut donner un maximum de bénéfices. Bénéfice est très différent d'avantage ou d'une caractéristique d'un produit. En fait, un bénéfice, c'est vraiment, vois-le comme une transformation. Par exemple, si je te prends, je sais pas, une machine, une imprimante, les caractéristiques de cette imprimante, c'est qu'elle imprime en 15 secondes avec de l'encre noire qui est nette, etc. Le bénéfice de cette imprimante, c'est qu'elle va te faire gagner énormément de temps comparé au fait d'écrire de manière manuscrite. Ensuite, il y a tout ce qui est objection anticipée. C'est le 4e process. Alors, du coup, j'ai oublié de le mettre en section 4. Ça aurait été section 5 normalement, le follow-up, mais bon, c'est pas grave. Il faut anticiper les objections. Qu'est-ce que j'entends par anticiper les objections? C'est une partie qui est très importante et qui est trop souvent oubliée, c'est que énormément de closeuses pensent que l'appel démarre quand les objections arrivent, à la fin de l'appel. Alors que c'est pas censé être une obligation. Normalement, les objections, tu es censé les traiter dans la phase de découverte, en amont. Et la plupart des closeuses se contentent de poser des questions comme « Est-ce que tu as du temps? Est-ce que tu es le seul décisionnaire ?» Et une fois que le prospect répond oui, il pense avoir anticipé toutes les objections. L'anticipation des objections, c'est pas forcément le temps ni le décisionnaire, mais ce qu'il faut vraiment aller chercher, c'est les peurs, les fausses croyances, les blocages. Si tu dois retenir une seule chose, c'est que tu dois identifier la chose principale qui l'a empêché de passer à l'action jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la clé. C'est pas le temps, c'est pas le décisionnaire, etc. C'est les peurs, les blocages, les croyances, les biais psychologiques. Et ça, c'est hyper important. Et il y a tellement d'erreurs, il y a tellement de closeuses qui ratent justement cette information-là et qui fait qu'à la fin de l'appel, elles se retrouvent avec 15 milliards d'objections, malgré le fait qu'elles aient quand même posé la question en amont. Mais est-ce que tu es le seul à décider Et donc c'est pour ça que c'est très important que vraiment tu prennes conscience que c'est les peurs et les biais psychologiques qu'il faut absolument que tu ailles chercher. Comment tu peux identifier la vraie objection? Concrètement, comment on fait? Tu vas demander au prospect s'il a déjà investi par le passé pour résoudre son problème. Par exemple, si tu es, imaginons, dans la perte de poids, est-ce que tu as déjà investi dans quelque chose pour perdre du poids? À partir de là, il y a 2 scénarios. Le premier, c'est soit il a déjà investi dans un programme ou dans un coach ou chez un nutritionniste, ou alors il n'a jamais rien fait. Et dans les 2 cas, le traitement va être différent. Dans le cas numéro 1, où le prospect a déjà investi, tu vas lui demander « Ok, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu en es satisfait de cet investissement? Est-ce que ça représentait un gros investissement pour toi ?» Et l'objectif ici, c'est de comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné et dans quel état d'esprit est-ce qu'il est aujourd'hui. Si la personne a eu une mauvaise expérience, ça peut être un scam, ça peut être de mauvais résultats, ça peut être des promesses non tenues, forcément, elle va associer action avec résultat négatif.
et le cerveau humain va bloquer à ce moment-là. Et c'est là où le passage à l'action va être extrêmement compliqué pour cette personne-là. Parce que forcément, le cerveau humain ne veut pas avoir de résultats négatifs. Si quelqu'un fait une action et qu'il reçoit un résultat négatif, automatiquement, il ne va pas vouloir refaire cette même action dans le futur. Et c'est là où il va justement falloir que tu ailles déconstruire cette fausse croyance. Ensuite, le cas numéro 2, c'est le prospect n'a jamais rien fait. Si elle n'a rien fait pendant des mois ou des années, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui l'a empêché de passer à l'action? Qu'est-ce qui l'a empêché d'agir jusqu'à aujourd'hui? Et quelqu'un, par exemple, qui veut perdre du poids depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans, mais qui n'a jamais rien fait, a une croyance ou une peur qui est cachée. Et donc toi, ton rôle en tant que closeuse, ça va être justement d'aller chercher ce que j'appelle the elephant in the room. Quel est l'éléphant central qu'il faut que tu traites et où il faut que tu mettes toute ton énergie? La réponse que tu vas aller chercher, ça va être la vraie objection cachée. Parce que forcément, elle ne va pas te le dire comme ça verbalement. C'est à toi d'aller la chercher, d'aller la comprendre à travers donc le fait de poser des bonnes questions. Si tu ne traites pas la peur en amont, dans la phase de découverte, tu vas forcément l'avoir, l'objection, à la fin de ton appel. Et c'est là où, de manière consciente ou inconsciente, elle va te la donner. Et c'est là où tu peux vraiment créer la friction et perdre ta vente. Le 5e process, c'est d'avoir un bon follow-up, d'avoir un suivi. Moi, j'aime bien dire que l'argent est dans la relance, l'argent est dans le follow-up. Et pour ça, en fait, le follow-up, c'est quoi? C'est tous les gens qui n'ont pas acheté et qu'il faut que tu gardes dans ta pipeline. Il y a 3 piliers du follow-up. Premièrement, à la fin de l'appel, si tu vois que la vente ne va pas conclure, tu vas donc replanifier un point avec elle d'ici 1 mois, 2 mois ou 3 mois plus tard, juste simplement pour faire un point et pour voir où est-ce qu'elle sera entre-temps. Et comme ça, entre aujourd'hui et la prochaine date de relance, tu vas envoyer beaucoup de valeurs avec des value assets, etc. Le 2e pilier, c'est donc d'envoyer des ressources de valeur, donc des témoignages, des études de cas, des playbooks, voilà, des e-books, etc. Et ensuite, pour le follow-up, tu vas le noter dans ton CRM pour vraiment tracer de manière rigoureuse. Tu vas noter quel était le jour de ton R1 ou de ton R2, quel type de ressources est-ce que tu envoies et quelle est la prochaine date pour votre prochain rendez-vous stratégique. Et en fait, ça permet vraiment de rester présent sans pour autant mettre de pression pour le prospect. Ça te permet vraiment de nourrir la relation de confiance encore une fois. Et l'objectif du follow-up, c'est pas de pousser à l'achat, mais c'est vraiment de rester présent dans son esprit. Et au moment où il sera prêt, le prospect pensera à vous immédiatement. Vous serez la première personne qui lui viendra en tête pour pouvoir se faire accompagner et résoudre sa problématique. Donc si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, c'est pas ton talent qui va te faire gagner de l'argent, c'est vraiment tes systèmes. Et il faut que tes systèmes soient efficaces et reproductibles. Et tous les process que je t'ai montrés, le CRM, la préqualification, la trame d'appel, la partie objection, le follow-up, etc., ils sont pas là justement pour te faire perdre du temps, mais justement pour t'en faire gagner sur le long terme. Et ça, c'est très important. Ils sont là pour remplacer l'improvisation, donc de faire des relances un peu à la one again, à de la maîtrise, pour pouvoir justement mettre en place, peu importe ton niveau d'énergie, peu importe ton niveau de motivation, toujours garder ces systèmes pour continuer à performer sur le long terme. Et aujourd'hui, si tes résultats sont irréguliers, c'est pas forcément parce que tu manques de compétences, tu manques de talent, parce que t'es pas forcément une bonne closeuse ou quoi que ce soit, mais parce que justement tu manques de structure et de process. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu construises des systèmes et la vente deviendra prévisible. Et pas seulement sur ce mois-ci, mais sur les prochaines années. J'espère que cette vidéo t'a plu.